est ici donc pour parler de futur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter en 2084. Et donc si on essaye de se projeter en 2084, bien évidemment, il y a énormément d'incertitudes. Mais il y a deux choses cependant qui sont sûres à 100%. La première, tout d'abord, c'est qu'il va y avoir une explosion de la population mondiale. Selon les dernières prévisions de l'ONU, on devrait être, en 2084, quasiment 11 milliards sur cette Terre. 10 milliards 900 millions exactement. Soit une augmentation de 38% par rapport à la population actuelle. La deuxième chose dont on est certain, c'est que, suite à la montée en puissance de l'automatisation, des algorithmes, de la robotisation, on devrait pouvoir automatiser entre 47 et 69% des tâches, des activités qui sont aujourd'hui prises en charge par les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va être compliqué pour certains métiers. Des métiers tels que manutentionnaire, par exemple, mais également hôtesse de caisse, dommage, elle avait le sourire, mais aussi des métiers de bureau, encore des métiers de bureau, des métiers tels que les comptables, mais aussi les avocats et encore les chirurgiens. Ce que ça signifie pour ces métiers, c'est que certains vont disparaître et d'autres vont devoir se transformer. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir plus de monde, mais moins de travail. 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 Vous avez compris, il va y avoir un bug. C'est-à-dire que la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, la façon dont on organise le travail, ça ne va plus pouvoir continuer de cette manière. Alors certains vont sans doute dire « oui, mais non ». En fait, qu'est-ce qui va se passer ? L'homme ne va pas être remplacé par des robots. Ce qui va se passer, c'est que l'être humain, il va continuer à se former, il va progresser tout au long de sa vie, de manière à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Il va devenir une sorte de version augmentée de lui-même qui va pouvoir collaborer intelligemment avec ces nouveaux algorithmes et ces robots. Je vous répondrai très bien, sauf que tout ça, ça ne va pas arriver par magie. Ce n'est pas parce qu'on a envie que la transformation se passe que forcément elle va se passer. Et d'ailleurs, on a besoin de quoi pour une transformation réussie ? Ça passe par deux choses principalement. La première, c'est qu'il faut qu'on ait envie, tout d'abord, de changer. Il faut qu'on ait envie de s'engager dans cette transformation. La seconde, c'est qu'il faut qu'on en ait la capacité. Alors, si vous êtes comme moi, dans votre enfance, vous avez sans doute entendu cette phrase maintes et maintes fois. Quand on veut, on peut. C'est vrai que c'est une affirmation qui est extrêmement dynamisante. Mais le problème, c'est que cette affirmation, c'est également l'un des plus gros mensonges de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas parce qu'on a envie de quelque chose que forcément on aura la capacité à faire advenir cette chose. D'ailleurs, ça doit nous interroger sur comment est-ce que psychologiquement une personne réagit face au changement. En psychologie, on a bien étudié ça. Et on sait que dans la majorité des cas, c'est compliqué le changement pour chacun d'entre nous. Face au changement, la première réaction, généralement, c'est d'avoir peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'il se passe ? On a tendance à se rétracter, à rester dans cette zone de confort. Vous savez, toutes ces choses qu'on appelle le familier, le connu, tous ces éléments qui nous rendent confortables. Et quand on reste trop longtemps dans cette zone de confort, on a tendance à percevoir notre environnement comme étant menaçant, comme étant quelque chose qui va être compliqué à appréhender. Et plus on reste dans cette zone de confort, plus elle va tendance à s'atrophier, ce qui peut provoquer des phénomènes de paralysie, d'inhibition du passage à l'action. Alors si dans votre job, il y a un intitulé tel que manager, directeur, responsable, président, ou des choses dans ce genre, votre rôle, ça va être d'expliquer le changement, d'expliquer pourquoi cette transformation, de remettre du sens sur le travail des uns et des autres et sur cette nécessaire transformation. À partir de ce moment-là, chacun aura la capacité justement à percevoir ces nécessaires évolutions, non pas comme des menaces, mais comme une véritable opportunité. Très bien. Mais est-ce que pour autant, on a tous la capacité à changer ? Est-ce qu'on pourra tous, justement, rentrer dans cette transformation ? Vaste question. En psychologie, on a des éléments de réponse là-dessus. Il y a un facteur que l'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on appelle le facteur G. Est-ce que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler ? Ok, bon, je ne suis pas venu pour rien, ça me rassure. Donc le facteur G, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle l'aptitude mentale générale.
la faculté des personnes à acquérir rapidement de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, la capacité à se transformer tout au long de leur vie. Il y a 2 grands facteurs qu'on étudie au travers de ce facteur G. Tout d'abord, ce qu'on appelle la puissance du raisonnement. Ça va conditionner le degré de complexité que les individus sont en mesure d'appréhender, sont en mesure de traiter. Mais on a également la vitesse d'exécution des personnes. Parce qu'être en capacité à comprendre le changement, être en capacité à se transformer, c'est une chose, mais si on ne va pas suffisamment vite, si on n'arrive pas à suivre le rythme des évolutions, eh bien on risque quand même de se retrouver largué. Alors bien évidemment, on n'a pas l'ensemble de ces données pour les 10 milliards 900 millions de personnes qui seront là en 2084. Mais je me suis amusé à récupérer près d'1 demi-million de résultats d'évaluation d'un test qui s'appelle Brain, qui évalue justement ce facteur G. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Eh bien, on a une répartition qui suit exactement cette courbe. Donc là, Jean-Michel Statistique a reconnu la courbe de la loi normale, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez ici, en vert, on va avoir un petit peu moins de 10%, 9,37% exactement de personnes qui sont en mesure de gérer des niveaux de complexité élevés à extrême. Ce sont typiquement les personnes qui vont participer à l'invention, à la création de ces algorithmes, de ces robots, de ce nouveau système de traitement automatisé des tâches. Ensuite, on va retrouver 39,47% de personnes qui pourront gérer des tâches de complexité moyenne. Ces personnes sont probablement celles qui seront chargées de piloter ces systèmes qui seront créés par les 10% que l'on vient de voir juste avant. En revanche, pour les 50% qui sont ici, eh bien là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce sont justement aujourd'hui les personnes qui gèrent les tâches qui vont en priorité être automatisées. Si vous êtes d'accord, on va se centrer tout d'abord sur ces premiers 50% de la population. Ces personnes, on vient de le voir, sont celles qui vont créer le futur, qui vont créer l'environnement, l'univers dans lequel on va évoluer demain. Il sera capital de savoir justement les recruter de manière efficace, parce que là, il ne va pas falloir se planter. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être intérêt à ce qu'on repense nos pratiques. Parce que si on regarde aujourd'hui la manière dont on recrute les individus, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'en veux pour illustration le fait suivant. Lorsque l'on recrute aujourd'hui 100 personnes, en 2019, qu'est-ce qui se passe? Si l'on suit l'évolution de ces personnes sur une période de 18 mois, on va pouvoir constater qu'au bout de 6 mois seulement, 17% déjà ne sont plus dans leur poste, c'est-à-dire qu'on a près d'une personne sur 5 qui ne passe pas la période d'essai. On va avoir 36%, soit plus d'un tiers, qui ne passent pas les 1 an, et 46% d'individus qui ne seront plus dans l'entreprise qui les a accueillis au bout d'à peine 18 mois. Ce que cela signifie, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, lorsqu'on recrute une personne, 1 fois sur 2, au bout de 18 mois, ça ne fonctionne pas. C'est un échec. Mais la partie la plus importante de l'histoire, ce n'est pas celle-ci. C'est pourquoi, quasiment 1 fois sur 2, donc juste pour rappel, 1 fois sur 2, c'est la prédiction égale au hasard. C'est-à-dire vous prenez une pièce, pile ou face, vous regardez, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. On est au même niveau. Mais pourquoi donc ça ne marche pas quasiment 1 fois sur 2? 9 fois sur 10, ça n'a rien à voir avec les compétences techniques des personnes. Ce n'est pas pour des problèmes de savoir, de savoir-faire, de connaissances, mais c'est pour les problèmes, ce qu'on appelle d'ajustement comportemental. Typiquement, une personne dont les valeurs personnelles ne sont pas alignées par rapport à ce qui fait l'ADN de l'entreprise. Ou encore, tous les matins, vous allez demander à une personne d'avoir des comportements qui vont dans ce sens-là, alors que son naturel, quand elle se lève, c'est d'aller dans l'autre sens. Ce n'est pas tenable. On peut y noter également des problèmes d'affinité qu'on peut avoir entre une personne, son manager ou encore avec l'équipe. Mais il y a quelque chose qui est encore plus traumatisant quand on y réfléchit bien. C'est qu'on va tous passer dans notre vie à peu près 80 000 heures à travailler. 80 000 heures, qu'est-ce que c'est? C'est 54% du temps de veille. C'est-à-dire 54% du temps où on ne travaille pas, on va le passer à bosser. Vous passerez plus de temps avec vos collègues, avec vos clients, avec votre manager, avec vos collaborateurs, avec des fournisseurs, plutôt qu'avec votre femme, votre mari, vos enfants ou encore vos amis. Et ça va représenter à peu près 1/4 de notre vie tout entière.
On ne peut pas se permettre de recruter des personnes qui, au final, ne vont pas s'y retrouver et ne seront pas heureuses dans leur job. Et donc, si on veut changer ça, il faut changer le regard qu'on va porter sur le monde du travail, la manière dont on va recruter, la manière dont on va accompagner les personnes. Et ça passe par deux choses. La première, c'est permettre à chacun d'exprimer ses talents, d'exprimer son plein potentiel. La seconde, ça va être permettre à chacun de vivre son job avec passion. Alors, je sais bien que parfois, ça peut sonner un peu romantique. La passion, c'est pour la vie perso, c'est pas dans le travail. C'est pas du tout une vision romantique du travail. Une personne qui est passionnée par son job va être jusqu'à 6 fois plus performante dans le cadre de son activité. Mais pour ça, il faut qu'on se ressente sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est tout simplement le facteur humain. C'est l'individu. Au-delà de son CV, au-delà de ses expériences, au-delà des écoles par lesquelles il est passé. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque individu est la combinaison unique de 3 facteurs clés. On a ce qu'elle peut faire, on a ce qu'elle veut faire, et on a la façon dont elle va se comporter. Ce qu'elle peut faire, donc, c'est ses capacités de raisonnement, d'apprentissage, son aptitude à apprendre tout au long de sa vie. Ses motivations, c'est ce qui va la pousser à agir chaque jour au quotidien. Et enfin, la personnalité, c'est sa colonne vertébrale psychologique. C'est ce qui va donner de la consistance à ses comportements. Ce qui va faire qu'entre avant-hier, hier, aujourd'hui, demain, après-demain, il va y avoir une certaine cohérence entre les comportements que les personnes vont présenter. Et ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où on va identifier ces 3 facteurs clés, on va pouvoir identifier ce qu'on appelle les talents naturels des individus. Ces talents, on en a tous. Ce sont toutes ces choses, ces tâches, ces activités qu'on est capable de faire au plus haut niveau tout en restant dans notre naturel. Et quand on parle d'approche prédictive en recrutement, il s'agit de quoi? C'est tout simplement rapprocher les talents naturels de chacun par rapport à des jobs tout simplement. C'est-à-dire qu'on aura conçu en 2084 des modèles prédictifs qui nous permettront de savoir exactement quels sont les critères qui prédisent la réussite et l'engagement au travail. Très bien. Donc une fois sur deux, ça ne marche pas, on a vu. Mais qu'en est-il des personnes qui restent dans l'entreprise? Et en gros, c'est un petit peu comme dans le mariage. On sait très bien qu'à Paris, un mariage sur 2 se solde par un échec, par un divorce. Mais est-ce que les personnes qui restent en couple sont forcément heureuses? Aujourd'hui, au niveau mondial, on sait que 90% de la population quasiment n'est pas bien dans son job. Est-ce que c'est mieux au niveau de la France? Oui, on fait mieux, nous, c'est même 91%. 9 personnes sur 10 qui ne sont pas heureuses dans leur job. Ce qui nous place à la 17e place sur 18 au niveau européen, parmi les métiers, parmi les pays où cette étude a été réalisée. Ce que ça signifie, c'est qu'à partir de 2025, on va généraliser l'utilisation de ce qu'on appelle les mood trackers. Un mood tracker, c'est quoi? C'est une petite puce qui ressemble à peu près à ça, qu'on va tout simplement insérer dans votre visage. C'est presque indolore, je vous rassure. Et ça, grâce à cette petite puce, on va pouvoir suivre différentes constantes, comme par exemple votre taux de sucre, votre réponse électrodermale, votre température, votre rythme cardiaque ou encore votre humeur générale. Et à partir du moment où on va pouvoir identifier que, comme c'est le cas ici, 4 semaines d'affilée, on note une baisse du moral des personnes et qu'on a repéré également que c'était typiquement sur le lieu de travail, dans le cadre des interactions avec le manager, automatiquement, vous allez recevoir une petite notification qui ressemble à ça. Qu'est-ce que je peux lire sur cette notif? Je peux lire qu'il y a une boîte à 6 minutes à pied de chez moi qui recherche un candidat exactement comme moi pour un job de data scientist. D'après nos calculs, ce job correspond à 87%. J'ai une affinité de 79% avec Michel, mon futur manager. Le salaire est 22% supérieur à celui que j'ai aujourd'hui. Et ils ont estimé que je devrais être 1,7 fois plus heureux que dans mon job actuel. Ok, je vais appuyer sur le bouton. Je vais planifier un entretien directement pour lundi matin avec mon futur manager ou avec le recruteur. Vous pensez que c'est de la science-fiction? Aujourd'hui, si vous me donnez 40 minutes de votre temps, soit à peu près le temps qu'il faut pour visualiser un épisode de Black Mirror, aujourd'hui en 2019, je suis capable de prédire pour chacun d'entre vous quels sont les jobs dans lesquels ils auront les plus fortes probabilités à la fois de réussir et également d'être heureux sur la durée. Et c'est pas tout. Tout ça, on va le faire avec une probabilité de 85%, 85% de fiabilité. Mais on ne s'arrête pas là. On est également capable de vous dire, pour chacun de vos collègues, Alexandre, Emmanuel ou encore Simon, quelle est l'affinité professionnelle que vous aurez avec eux. On vous dira également, est-ce que vous avez des profils complémentaires, similaires. On vous donnera le détail dans 7 domaines clés de la vie au travail, tels que la façon de penser, la façon d'agir ou encore la manière de résoudre les conflits. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et vous aurez raison. D'ailleurs, saviez-vous qu'en psychologie, ça fait plus de 100 ans qu'on a inventé la formule du bonheur?
La formule du bonheur, elle n'est pas très compliquée. Bon, déjà, il faut être en bonne santé, c'est mieux. Il faut avoir trouvé le grand amour et également être dans un job qui va nous permettre de nous accomplir et d'être épanouis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2084, avec les mêmes infos que celles qu'on utilisera pour prédire la capacité d'Emmanuel à être heureuse et à être performante dans son job, on pourra également anticiper sa probabilité de tomber amoureuse et également d'avoir un couple heureux, avec différents types de partenaires. Et parce que tous ces critères sur lesquels on va s'appuyer, c'est qui est la personne, on sait que ces critères ont une forte inscription génétique. On sait aujourd'hui que plus de 50% de notre personnalité, également de nos capacités intellectuelles, est directement impactée par nos gènes. Qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra proposer à Emmanuel de faire un petit test, juste en quelques clics, et de pouvoir passer les différents partenaires en revue et voir le type d'enfant qu'elle pourrait avoir. Quel sera le potentiel intellectuel de cet enfant? Qu'en sera-t-il de son leadership, de la créativité? Et si je change de partenaire, peut-être que, bon là c'est moins bien, et peut-être qu'on peut essayer de maximiser sur les différents aspects. En gros, en 2084, on n'aura plus cette séparation entre la vie pro, la vie perso. On ira vers une vision beaucoup plus intégrative de notre existence. Et parce qu'on sait qu'on n'aura pas de temps à perdre, parce que cette vie, elle passe vite, dès l'âge de 5 ans, au plus tôt, ce qu'on pourra faire, c'est procéder à une évaluation des talents naturels, des différents types d'intelligence des enfants. Et on verra, par exemple, pour cet enfant, grâce à son passeport, on pourra identifier, en fonction de ses points forts, quels sont les types d'activités qu'on va lui proposer. Et ce petit excité, comme on a vu, on pourra lui proposer des activités de programmation, mathématiques, jeux de go, méditation, yoga, ashtanga ou encore tir à l'arme à feu. Parce qu'on aura compris que c'est ce qui lui convient et ce qui lui permettra de devenir la meilleure version possible de lui-même. En gros, tout ça, ça va marquer la fin de l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un mode d'éducation qui, au final, quand on y fait bien attention, n'a pas vraiment changé depuis une centaine d'années. Et qui était très bien au moment où il fallait préparer les personnes pour les jobs de l'ère industrielle, mais qui ne correspond plus du tout à un moment où tout va plus vite, il y a plus d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté. L'idée de tout ça, c'est de passer d'une société où aujourd'hui on a quand même une disparité énorme dans la répartition des talents, à un nouveau modèle de société dans lequel chacun pourra s'appuyer sur ses points forts pour développer ses propres talents. Tout ça permettant bien évidemment à chacun, justement, encore une fois, de devenir la meilleure version possible de lui-même. Alors bien sûr, ça vous paraît peut-être irréaliste. Souvenez-vous, avant le 28 décembre 2002, ça vous semblait sans doute délirant de vous dire, avant d'aller faire un rendez-vous avec un client ou un fournisseur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder son CV. Franchement, c'est complètement fou. Aujourd'hui, je suis sûr que toute cette salle, vous êtes inscrits sur LinkedIn. Ça ne nous viendrait pas l'idée de faire un rendez-vous sans aller consulter le profil des personnes sur LinkedIn. Avant le 4 février 2004, peut-être que vous vous disiez « ouais, je ne vais pas partager mes photos de soirée, de vacances ou quoi ». Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de personnes qui sont inscrites sur Facebook. Et également, on est de plus en plus à être présent sur Instagram. Je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me viendrait pas l'idée de manger un toast à l'avocat sans le foutre sur Instagram. Bien évidemment, quand je fais une nouvelle posture de yoga, j'ai envie de le montrer à tout le monde. Si je suis dans un avion, que je suis vers une super destination, la première chose que je vais faire, c'est me prendre en photo. Aujourd'hui, on est le 31 janvier 2019. Sans doute, ça vous paraît délirant de vous dire « je vais partager ce que j'ai plus d'intime, ma personnalité, ce qui me fait vibrer, mes moteurs, mes motivations ». Dans quelques temps, vous ferez ça. Vous partagerez votre personnalité. Vous montrerez au monde, vous serez fiers de le faire, vous montrerez au monde quels sont vos comportements privilégiés. Vous afficherez vos talents dans la relation aux autres, la manière de travailler, la manière dont vous gérez les émotions. Vous affirmerez haut et fort ce qui vous motive, mais également ce qui ne vous motive pas. Vous montrerez aux entreprises quels sont les types d'environnement qui vous conviennent ou encore le style de management avec lequel vous avez envie de bosser ou avec lequel vous refusez de bosser. Vous expliquerez la culture qui vous convient ou encore votre manière de penser. Ça vous paraît encore un peu fou? En fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si on vous souhaitait rester pertinent, en 2084, face à un monde où il y aura de plus en plus d'algos, de robots, d'automatisation, ce qui va compter, c'est qui vous êtes au final, ce qui fait de vous des êtres humains. C'est en vous ressaisissant de vos talents et en réaffirmant votre humanité, que vous pourrez justement continuer à créer de vraies différences au quotidien. Merci.